Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour parler censure littéraire, thématique de vidéo qui n'avait pas prévu d'être abordée à l'instant T sur ma chaîne. Voilà, c'est une lecture de mon mois de décembre qui a déclenché ce questionnement chez moi et cette envie d'aborder le sujet parce que on l'a vu depuis un petit moment, enfin si vous suivez les actualités, je ne sais pas, mais sinon ça va vous faire un récap. Notamment aux États-Unis, on a une grosse vague de censure littéraire au sein des établissements, que ce soit bibliothèques ou scolaires, et notamment avec la réélection de Trump, ça ne vise pas à s'arranger, mais c'est des choses qui sont également un peu problématiques avec tout ce qui tourne autour des changements de nom, voire de certains passages ou de certains thèmes au sein des livres, notamment, vous n'avez pas pu louper les polémiques autour du changement de nom du roman d'Agatha Christie, Les 10 petits nègres, qui est devenu Ils étaient 10. Donc voilà, on va revenir sur tout ça, sur un petit peu la censure, qu'est-ce que c'est, l'histoire de la censure, et puis je ferai un rapprochement avec ma lecture que je vais vous présenter de ce pas. L'idée de cette vidéo m'est donc venue même pas suite, plutôt pendant ma lecture du dernier roman de Marc Lévy qui est sorti chez les éditions Robert Laffont Versilio, donc La librairie des livres interdits. Alors attention, il n'y a aucun partenariat avec la maison d'édition ou avec l'auteur, hein, c'est vraiment ma propre initiative parce que je trouve le sujet pertinent et important à aborder, surtout en 2024 où on est censé être dans un monde évolué, mais certains aiment bien reculer. Ici, on va rencontrer Mitch, qui est un libraire passionné, qui fait son métier, mais qui évolue dans une conjoncture où a été votée une loi, la loi HB 1467, qui va classifier certains livres comme étant jugés non conformes, non politiquement corrects, et qui sont donc interdits à la vente. Et il s'avère qu'un beau jour, on va toquer à la librairie de Mitch, et on va lui dire: vous êtes en état d'arrestation pour avoir enfreint la loi, vous avez vendu des livres interdits. Et notre cher Mitch va se retrouver 5 ans en prison, voilà, sans savoir ce qu'il advient de l'extérieur, des gens qui gravitaient autour de lui à l'époque. Et on va le suivre notamment à sa sortie, où il va devoir se réacclimater à la vie extérieure, à la vie normale entre guillemets. Et on va le voir du coup essayer de renouer avec lui-même, voir ce qu'est devenu sa librairie, les gens voilà, qui étaient ses proches à l'époque 5 ans en avant. Est-ce que la loi est devenue davantage sévère, est-ce que non, voilà. Et puis un beau matin, il va tomber nez à nez avec le procureur qui, lors de son procès, l'avait bien enfoncé pour qu'il prenne une très lourde peine que Mitch avait trouvé à l'époque injustifiée parce qu'il ne comprenait pas. Et à partir de là, il va avoir la naissance d'un désir de vengeance à l'égard de ce procureur. Donc voilà, on va suivre Mitch à travers sa réacclimatation, comment être impartial avec son envie de juste retrouver le cours de sa vie, construire une relation, retrouver ses clients, et ce désir de vengeance, est-ce que ça aboutira à quelque chose, d'essayer de comprendre pourquoi à l'époque ce procureur l'a tant enfoncé, qu'est-ce qui était à l'origine de ça, parce que il n'a jamais compris cette injustice à ses yeux. Donc voilà, ici Marc Lévy aborde un sujet qui m'est cher, on va le dire, parce que voilà, pour moi la littérature, la lecture, c'est un droit commun, un droit fondamental, une nécessité pour s'ouvrir aux autres et s'ouvrir à soi-même avec ses connaissances. Pour l'apprentissage, l'éducation, c'est nécessaire. Voilà, on va revenir sur l'inspiration de l'auteur à la fin de la vidéo, et nous on va tout de suite refaire un petit point sur ce qu'est la censure et l'évolution de la censure au cours de l'histoire avec un grand H. Donc, pour nous resituer, la censure, qu'est-ce que c'est? C'est un examen qui va concerner que ce soit des livres, des journaux, des médias, des œuvres d'art, des spectacles, enfin c'est vraiment, ça touche vraiment à tout, et ça a pour but, cet examen, de dire, d'énoncer une suppression d'une œuvre en circulation, ou d'interdire, avant même qu'elle soit mise aux yeux du public, voilà, totalement ou partiellement sa circulation. C'est vraiment un coup de massue sur la liberté d'expression. La censure, quand il y a une œuvre censurée, c'est vraiment
un pied de nez à l'un des droits fondamentaux de l'être humain qui est la liberté d'expression, la liberté de penser. On s'est quand même battu pour ça, donc faut un petit peu doser. Et également la censure, là on parle d'un examen, mais ça peut aussi venir d'une pression extérieure. Par exemple, si vous prenez certains auteurs ou autres personnalités qui vont se retrouver dans l'obligation de retirer eux-mêmes leurs œuvres, ou voilà, s'il y a une œuvre de publier et qu'un groupe prend à partie cette œuvre, la maison d'édition va prendre la décision de retirer du circuit de la vente l'œuvre concernée, et également toute cette pression parfois sociale où on attend vraiment que des critères soient cochés. Ça peut également amener de l'autocensure où un artiste va décider de y aller mollo pour éviter justement de s'attirer les foudres selon ce qu'il pourrait dire. Donc il va lui-même mettre une barrière à sa liberté d'expression pour justement ne pas se retrouver dans les griffes des grands méchants. Voilà, on sait que la censure c'est quelque chose qui n'a pas été tout de suite aussi carré, parce que à l'époque, évidemment avant l'invention de l'imprimerie, tout texte qui était écrit ou œuvre ou autre, ça circulait directement après, donc toutes les mains pouvaient y avoir accès et c'était beaucoup plus difficile de contrôler ce qui circulait. C'était plus facile d'échapper au contrôle des autorités et de mettre en place une censure concrète. Ce qui, après du coup l'invention de l'imprimerie, a été un peu la panique générale, parce qu'on s'est dit attention, là le nombre d'exemplaires qui va circuler de certaines œuvres va être démultiplié, il va falloir être hyper sévère pour pouvoir cadrer tout ça, et notamment contrôler, mettre en place des autorités pour contrôler des œuvres avant leur mise en circulation. On sait que du coup la censure c'était avant tout dans un premier temps concernant la religion, où en 1559 le pape Paul IV a mis en place l'index, qui était un catalogue visant à regrouper tous les livres qu'un catholique romain lambda de l'époque n'était pas autorisé à lire, parce que le livre était jugé pernicieux, immoral, et que voilà, c'était les ouvrages répertoriés dans l'index, c'était vraiment des livres qui ne devaient pas circuler parce que ils auraient attenté aux mœurs et à la foi des catholiques, et ce catalogue a vraiment été en vigueur et pris en compte et pris au premier degré jusqu'en 1966. Donc voilà, c'est quand même 1559-1966, c'est quand même quasiment 500 ans, mais malgré cette suppression, ça reste quand même un guide moral au sein de l'église, donc on peut pas non plus arracher une dent sans anesthésie, hein, voilà. Donc on sait également que si la censure a une grosse partie religieuse, parce que voilà, c'est pour la bienséance et les mœurs, on a aussi tout un contexte politique, parce que évidemment à l'époque de la monarchie, il fallait faire quand même attention, parce que les rois étaient parfois un petit peu problématiques, il y avait des choses ils étaient un petit peu susceptibles. Donc il fallait que ce soit carré. Donc si vous prenez l'exemple en Angleterre, en 1534, vous avez notre cher Henri VIII qui avait donné commission à son conseil privé de devoir lire tous les livres avant d'être envoyé d'impression, pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement dans les publications et que ce qui serait mis en circulation correspondrait à ses attentes et que les paroles seront très positives et appréciables à son égard. Également à la même époque en France, en 1534, il y avait eu l'affaire des placards. Donc c'est un événement où avaient été placardés un peu partout dans Paris des textes anticatholiques pas très sympas, ce qui avait amené le roi François Ier à mettre en place un édit contre les éditeurs insoumis. Donc voilà, des éditeurs qui avaient accepté d'imprimer ces choses en toute âme et conscience, donc un petit peu polémique. En France, là je vous parle vraiment d'événements majeurs, hein. On ne fait pas l'histoire de la censure dans tous ces détails. De toute façon, vous aurez en description tous les liens d'articles, de pages internet, de sites qui m'ont aidé à construire cette vidéo, sur lesquelles je me suis appuyée. Donc voilà, je vous mets tout en détail pour vous y référer si vous avez envie d'en savoir plus. Mais du coup, en 1629, Richelieu, lui, laïcise la censure. Il fait donc en sorte avec ça que
tous les livres qui étaient censurés soient confisqués, que les journaux qui ne conviennent pas soient suspendus et que les auteurs soient enfermés, j'allais dire internés, enfermés à la Bastille. Donc vraiment là la liberté d'expression c'est ciao, merci, non merci. Et en parallèle nos amis britanniques vont en 1662 voir leur parlement adopter une loi qui est la Licensing Act qui va avoir pour but d'éviter tout abus dans l'édition et les publications. Donc cette loi va tenir jusqu'en 1695, donc voilà quand même. Évidemment après la nouvelle vague concernant la censure, ça va être pendant la Révolution française où la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen va remettre en question la censure, où là on va dire que une œuvre peut être sanctionnée mais pas interdite d'être publiée. Donc c'est quand même un gros tournant. On passe donc d'un truc hyper fermé à quelque chose d'un peu plus ouvert, un peu plus consenti, voilà, un peu plus d'ouverture d'esprit, sauf que évidemment en 1810 Napoléon remet en place la censure totale. Voilà, on sait tous que Napoléon et l'ego de cet homme était un petit peu proéminent, donc ça ne nous étonne pas. On va avoir toujours cette censure. Après on va avoir un petit peu un temps calme, des choses un peu plus pas laxistes, mais ça va être un petit peu plus allégé jusque évidemment aux périodes de guerre mondiale, où notamment en 1914 voilà, on va se retrouver avec une censure au niveau notamment de la presse, avec des choses suspendues, où on va avoir apparaître notamment le Canard enchaîné, ce fameux journal qui va avoir pour but de vouloir un peu contrer, un peu rentrer dedans à tous ceux qui ne veulent pas que tout se sache. Et concernant nos amis les Américains, eux sont dans la censure, mais plutôt une censure assez ciblée, notamment avec en 1873 la loi Comstock, qui est une loi qui visait à censurer toute publication ou circulation de livres jugés obscènes, donc qui mettait en scène des propos concernant le sexe, la sexualité. Donc on parle de tout type de livres, hein, que ce soit des livres érotiques, des romans basiques où il y a une scène de fesses, des manuels de médecine, et également toute œuvre qui abordait la médecine sexuelle, tout ce qui était la médecine obstétricienne, l'avortement. Alors ça vraiment c'était interdit, il fallait pas que ça circule, vraiment fallait pas que les gens aient connaissance et conscience que ces choses existent. Et en 1953 on a la commission de littérature de Géorgie qui pareil était également une commission qui visait à traquer ces œuvres fallacieuses, ces œuvres obscènes, jugées immorales pour le citoyen lambda. Donc un peu compliqué. Il faut savoir que quand même pour contrer un petit peu tout ça, comme on a pu le voir avec la Première Guerre mondiale où le Canard enchaîné a fait son apparition en tant que journal un peu contradictoire, il y avait quand même pendant toutes ces époques un certain trafic de livres clandestins où voilà, on glissait certains livres interdits par-ci par-là au milieu d'autres centaines de livres jugés corrects, où on allait mettre un faux titre, où on allait mettre des fausses couvertures, enfin il y avait tout un micmac. Donc on a quand même essayé de contrer ça, mais voilà, malheureusement quand il y a des lois, si on se fait prendre, on est sanctionné. On ne sait pas toujours, mais il y a beaucoup de livres qui aujourd'hui sont considérés comme des classiques de la littérature, qui ont longtemps été interdits et censurés dans plus ou moins beaucoup de pays, et que c'était souvent parfois, on va y revenir dans la partie suivante, mais pour des raisons pas forcément justifiées, hein, fallait un petit peu chercher la petite bête. On a par exemple Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll qui en 1931 en Chine a été censuré, interdit parce que ce n'était pas jugé correct de faire parler des animaux, de leur donner un droit de conscience et de les mettre au même niveau que les êtres humains. Donc vraiment, la Chine ils ont dit nous on veut pas que nos citoyens ils se prennent pour des chèvres intelligentes, donc vraiment pas de soucis. Également Harry Potter à l'école des sorciers dans des écoles canadiennes a été pris à partie, comme on disait tout à l'heure, par un groupe de personnes précises, donc là en l'occurrence des familles chrétiennes qui ont fait en sorte de mettre une pression pour que ce soit retiré, parce que pour eux ça mettait en avant la promotion de la sorcellerie. Donc bon, on est dans les années 2000 quand même, mais bref.
Et, évidemment, on va mettre un petit français dans l'histoire. En 1857, notre cher Charles Baudelaire, avec Les Fleurs du Mal, a lui aussi eu le droit à sa petite censure à la publication parce que certains de ses poèmes et certains vers étaient jugés immoraux par le public et la presse. Donc là, la presse a vraiment eu une part importante dans cette censure. Mais on sait aussi qu'il y a pas mal d'auteurs également qui sont victimes de censure. Des auteurs plus ou moins vieux, parce qu'on sait que Salinger avec L'Attrape-Cœur a été censuré, Jack London avec L'Appel de la Forêt a été censuré, Mark Twain a été censuré, et des auteurs plus actuels, Stephen King est beaucoup censuré aux États-Unis et dans d'autres pays, John Green, parce que homosexualité et tout ça, les problèmes d'adolescents et tout, pas très bien vu. J.K. Rowling, oui, bon, ça après, voilà, il y en a pour tout un tas de raisons. Sarah J. Maas, parce que trop de scènes de fesses. Pareil, J.K. Rowling, Sarah J. Maas, il y a les débats d'auteurs problématiques autres que dans les écrits, donc ça, voilà, j'y reviens pas parce que c'est pas le sujet. Ce qui m'amène du coup à insister sur le côté des États-Unis, parce qu'on va y revenir avec l'œuvre de Marc Levy, mais c'est sur une loi qui est passée là-bas, sur laquelle il s'appuie. Où depuis les années 2020, on a une montée en force, on a un tsunami de censure des œuvres littéraires, notamment dans les écoles et les bibliothèques. Cette vague de censure est d'abord politique parce qu'elle se dissimule derrière le prétexte de l'éducation des enfants, où voilà, on veut préserver les enfants. Il faut que voilà, leur éducation soit ok avec toutes les valeurs américaines et propres au système américain, et donc on ne peut pas leur mettre à disposition des ouvrages qui ne correspondraient pas à tout ça ou qui laisseraient sous-entendre qu'il y a d'autres façons de penser. On a remarqué que c'est un combat qui tend à devenir plus personnel parce que les groupes, les partis politiques dans certains États vont inciter les associations et même les parents d'élèves à eux prendre en main cette censure en faisant des dénonciations, en portant plainte contre les enseignants ou les établissements ou les bibliothécaires. Enfin vraiment, c'est lunaire. Et du coup, c'est comme ça que des établissements scolaires ou des bibliothèques se voient contraints de retirer de leurs étagères tout livre qui semble immoral pour l'éducation des enfants, ou même trop obscène, parce que notamment il y a le retrait de certains manuels scolaires de sciences où on a des représentations anatomiques des corps humains nus. Ça c'est jugé pas bien du tout, donc c'est aussi retiré. Et pareil, toutes les œuvres d'un même auteur, par exemple je reprends Stephen King parce que voilà, soi-disant les idées véhiculées dans ses œuvres auront tendance à faire basculer l'enfant une noirceur. Et voilà, on sait que c'est Stephen King qui crée les tueurs en série, bien sûr. Vraiment, c'est du n'importe quoi. Vous verrez dans les articles que je vous ai listés dans la description, je vous mettrai lequel là sur l'écran, mais il y en a un où vraiment il est hyper bien fait, où on a des témoignages, on a des photos des étagères vides, vraiment c'est aberrant, c'est dingue. Et le truc, en fait, le truc qui est le plus scandaleux, c'est que pour justifier ces censures, ces retraits, on va chercher le petit détail qui est problématique, et ils vont pas hésiter là-bas à prendre des pages, des extraits de livres pour les sortir de leur contexte et dire ah, vous voyez là, ça, pas bien. Et notamment dans l'article que je vous ai mis, on a le témoignage d'une bibliothécaire texane, parce qu'il faut savoir que cette vague de censure, elle est il y en a au Canada, mais aux États-Unis, c'est surtout en Floride, au Texas, vraiment les États conservateurs, hein, donc voilà, où il y a un Américain type à être et on peut pas dévier, donc ce qui justifie certaines censures. Justifie avec des gros guillemets, mais du coup cette bibliothécaire texane, elle s'est vue licenciée après s'être opposée à cette censure parce qu'elle jugeait que ce n'était pas correct, que il y avait besoin de certains de ses ouvrages. Et elle a dit cette phrase qui justement à l'époque où je l'avais lue m'avait interpellée, c'est que il y a certains ouvrages qui étaient retirés, donc voilà, il y en a c'est pour, si vous retirez un Sarah J. Maas c'est parce qu'il y a de la fête, si vous retirez Stephen King c'est parce qu'il y a des meurtres, mais il y a certains ouvrages qui étaient retirés parce que ça viserait à un peu blanchir l'histoire des États-Unis. Notamment, elle appuie son témoignage en parlant
parlant d'un livre qu'on lui a fait retirer qui était un livre sur le Ku Klux Klan. Donc, écoutez, les Américains, vous êtes problématiques, faut assumer. Faut assumer son passé à un moment donné, hein. Voilà, il faut vivre avec. Hein. Du coup, on peut effectivement se douter qu'avec le retour de Donald Trump, avec sa réélection, c'est pas forcément assurant. On a quand même deux mouvements, associations importants aux États-Unis et je trouvais important de les mettre en lumière sur ce sujet-là. On va se permettre de sortir la page 305 d'un livre et de dire voilà, ces 4 lignes, elles sont problématiques, il faut retirer ce livre de partout. Et du coup, on a l'association américaine des bibliothèques, donc l'ALA, l'American Library Association, qui a été créée en 1876. D'abord été créée pour consolider les enjeux et l'intérêt autour des bibliothèques et du métier de bibliothécaire. Maintenant, avec toute cette vague de censure, elle prend vraiment part au combat et à la lutte contre tout ça, et avec notamment la mise en place, pareil vous avez un article dans la description, depuis 1982, il y a une semaine, fin septembre, qui est consacrée aux livres censurés, célèbre la liberté de lire, où on met en lumière les livres qui sont censurés pour créer des questionnements et des débats autour, mettre en lumière les personnes persécutées, que ce soit les auteurs ou les bibliothécaires, afin de pouvoir prendre part au combat. Sur leur site également, vous avez la liste des livres qui sont censurés et interdits actuellement. Et voilà, ça je trouvais ça important d'en parler. Également maintenant avec la semaine des livres interdits, il y a d'autres petites associations qui se sont greffées et qui prennent part à cette cause. On a le Freedom to Read Foundation qui va s'occuper de toutes les questions juridiques concernant la censure, toutes les procédures, qui va viser à soutenir les bibliothèques, qui va pas hésiter à prendre part à des procès pour défendre des œuvres qui sont jugées pour être censurées, et ils vont devoir amener du coup des preuves que ce n'est pas nécessaire. Enfin voilà. Donc c'est quand même deux gros mouvements important aux États-Unis pour essayer de contrer tout ça, qui va être pris un peu à la légère. Je vous ai mis un dossier d'articles également en description. Vous avez plein d'articles et notamment il y en a où vous voyez que les politiques prennent ça un peu à la légère. C'est vraiment exaspérant. Et donc le lien avec le roman de Mark Levy, c'est qu'il y a un passage à un moment que j'ai corné la page. C'est ce passage que je vais vous lire qui m'a vraiment donné matière et envie pour créer cette vidéo, où là on est du coup, je vous recontextualise, on est avec Mitch dans sa librairie et il y a Madame Atelto qui est là, et donc Madame Atelto va lui dire que sa libraire aussi se plaint un peu, mais que peut-être il procède pas de la bonne façon lui de son côté, peut-être qu'il y a des choses à mettre en place, et Mitch lui répond ma librairie se porte aussi bien que les autres, sinon que désormais des fonctionnaires décident de ce que j'ai le droit d'y vendre. Non, c'est pire, de ce que je n'ai plus le droit de vendre. Madame Atelto lui tapota la main pour le réconforter. Son regard se perdit quelque part entre la berge et le fleuve qui s'écoulait devant eux. J'ai entendu parler de cette loi. Elle est absurde, et plus absurde encore est le nombre de gens qui l'ont trouvée justifiée. Mais il y a tant de livres publiés chaque année, j'imagine que ce ne doit pas être si grave que tu le laisses entendre. Et là Mitch répond, et c'est ce passage qui pour moi a été percutant. Vous vous trompez. Un contenu à caractère sexuel, un personnage explicitement LGBT, un langage jugé offensant, une allusion au suicide, ajouter les livres qui traitent du racisme ou de la xénophobie, ceux qui remettent en cause les religions, tout ce qui dérange, choque ou déroge à la morale qu'ils prônent a été banni. Madame Atelto, la moitié des auteurs que vous nous avez fait découvrir sont désormais supprimés des programmes. Vous n'auriez plus le droit aujourd'hui de parler d'eux, ni d'évoquer leur travail ou de nous lire un passage en cours. Madame Atelto, c'est son ancienne prof de français, j'ai pas précisé, mais voilà. Et du coup, à la fin de l'histoire, on a un petit feuillet où l'auteur nous explique que la loi HB 1467 n'est pas une loi fictionnelle. Elle a réellement été promulguée en Floride dans un premier temps en mars 2022, où elle permettait à tout résident américain de faire retirer des programmes scolaires, des bibliothèques, que ce soit publiques ou privées, des ouvrages qui jugeaient pas du tout corrects. Et rien que sur le premier semestre de l'année scolaire 2022-2023, il y a 1477 livres qui ont été retirés. Et c'est monté crescendo parce que forcément, suite à ça, plusieurs autres États républicains conservateurs, comme je vous le disais, le Texas ou l'Utah, le Missouri, la Caroline du Sud, ont adopté aussi cette loi. Et on a très vite remarqué que, comme je vous le disais, ça vise des auteurs de couleur, des auteurs qui sont de la communauté LGBTQIA+, des ouvrages qui parlent de racisme ou d'appartenance identitaire. Et vraiment ce petit feuillet reprend tout ce que je vous ai dit sur le fait qu'on censure des livres, voilà, des manuels scolaires
où on va avoir de la nudité, des représentations anatomiques parce que c'est jugé pornographique. On va avoir vraiment sur ces livres décidé d'être retiré des enquêtes plus approfondies pour voir ce qui est jugé tendancieux. Parfois, je vous le dis, les dénonciations sont faites en s'appuyant sur des extraits minimes d'une œuvre d'un nombre de pages bien plus conséquent. Pareil, on a également tout ce qui est les œuvres qui mettent en scène des violences conjugales ou le sujet de la mort, du deuil, enfin vraiment tout est vraiment contrôlé de manière très pointilleuse. Dans l'article où la Texane mentionne son licenciement, on lui dit qu'elle recevait genre tous les mois une liste des nouveaux ouvrages à retirer. Pareil également, c'est des mouvements qui après deviennent plus personnels, comme je vous le disais, avec des groupes plutôt religieux ou alors des groupes de parents qui vont vouloir mettre la pression sur les établissements scolaires, sur le personnel enseignant, les bibliothécaires et le personnel également. Je trouve qu'en 2024 c'est vraiment aberrant. En Chine également en 2019 il y a des bibliothécaires à qui on a mis la pression, qui ont dû brûler des livres jugés immoraux. En France, c'est moins récent, mais en 2012, on a eu une censure de Choupi Parents Pique-Nique parce que le nick était jugé tendancieux. Et ça, c'était une censure par Apple. On constate aussi que, quand même, à une échelle inférieure, mais quand même importante, les réseaux sociaux ou les gros groupes peuvent aussi un peu prendre part à cette censure sans être concertés, sans concerter personne. Donc c'est quand même assez effrayant. Comme je vous disais, on a également toute cette polémique autour des modifications littéraires, notamment sur Agatha Christie, les Teenage devenus Ils étaient 10, c'est une modification de titre. Après, est-ce que c'est justifié parce que les nègres n'ont pas une part à proprement parler dans le bouquin? Mais si vous prenez, c'est les aventures de Huckleberry Finn, je crois, de Mark Twain. Voilà, on a voulu reprendre le livre afin de le réécrire pour supprimer tous les passages où le mot nègre était mentionné, alors que c'est un livre qui parle du racisme, donc c'était plutôt justifié. C'est le même combat où on dit est-ce qu'il faut réécrire, modifier des œuvres qui ont été écrites à une époque où malheureusement le racisme, le sexisme, le terme nègre était dans la norme. Est-ce qu'on va réécrire tout Jules Verne? Est-ce que enfin voilà, c'est un débat. Je trouve que moi personnellement, quand je vais lire un Jules Verne, ça ne va pas me déranger parce que je me dis le contexte dans lequel ça a été écrit, c'était normalisé. En 2024, si je lisais un ouvrage comme ça, je dirais que c'est un peu limite. Donc voilà, ça apporte d'autres sujets à débat. Mais c'est tout ce que je voulais vous dire. Voilà, on a retracé un petit peu l'histoire de la censure, notamment grâce à Marc Lévy. C'est un ouvrage que je vous conseille de lire parce que, outre le fait que la censure y est bien exploitée et que ça mette en lumière cette problématique, l'histoire est très chouette, l'intrigue est vraiment cool. J'ai beaucoup aimé les personnages de Mitch et ceux qui gravitent autour de lui à la suite de son incarcération, de voir lui batailler entre sa passion de libraire et son désir de vengeance. J'ai trouvé que c'était très pertinent, que ça se lisait tout seul. Et voilà, je trouve que c'est important aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe ailleurs, de nous se dire qu'en France, on a quand même un peu de chance. On n'a pas encore cette problématique. Donc oui, notre gouvernement est ce qu'il est. Mais je pense que nos enfants, j'en ai pas, je n'en aurai pas, mais bref, ont quand même dans les bibliothèques de leurs écoles ou dans leurs programmes scolaires des œuvres qui sont importantes et qui méritent d'être lues et qui sont pas à prendre au premier degré, mais je pense qu'on sait faire la part des choses. Donc voilà, je trouve que ce livre a été percutant, cette couverture est percutante. Vous avez également une version reliée qui est très belle mais que je n'ai pas prise moi parce qu'il n'y avait pas à la librairie. Et je vais conclure en vous conseillant des livres qui sont autour de la censure. Vous avez évidemment l'indétrônable Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, où là on est dans une dystopie, on est dans un monde post-apo où les pompiers ne sont plus chargés d'éteindre des incendies basiques, ils sont chargés de brûler les livres et les bibliothèques, et le personnage principal un jour va découvrir la lecture et va vouloir entrer en résistance contre tout
tout ce contexte politique. Donc ça c'est un peu plus vieux, un peu plus daté, un peu plus adulte. Également un livre que j'ai lu pendant le confinement et que j'avais beaucoup aimé, c'est Le Libraire de Cologne, c'est publié chez Scrino et c'est de Catherine Ganzmüller. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on va y suivre un jeune homme qui se retrouve à la tête d'une librairie parce que son patron, avec toutes les lois anti-juives, est contraint de partir s'exiler en France et notre jeune homme va se retrouver à la tête de la librairie et il va tout faire aller contre vents et marées pour faire vivre la librairie, continuer à pouvoir vendre des livres malgré tout ce qui peut se mettre en travers de son chemin. On a tout ce côté combat de la liberté de la lecture, malgré toutes les menaces, les bombes, la guerre, les nazis. Lui va vouloir faire vivre les livres et la lecture et j'avais trouvé ça très chouette. Et l'autre que j'avais eu un coup de cœur pour ce livre et qui vraiment entre totalement en résonance avec le livre de Marc Lévy, c'est Lire est dangereux pour les préjugés de Dave Collis et c'est publié chez Milan. C'est là du coup un autre roman ado mais qui peut se lire à plusieurs échelles je pense. On va rencontrer Clara qui est lycéenne et un jour elle va découvrir que dans sa bibliothèque il y a certains livres qui ont disparu des étagères. Elle va demander pourquoi, c'est parce qu'ils sont jugés inappropriés et du coup elle va décider de mettre en place une bibliothèque un peu clandestine dans son casier pour pouvoir faire circuler certains livres auprès de ses camarades et continuer voilà, à faire vivre ses ouvrages considérés malvenus. Donc ça c'était très chouette, vraiment. À la fin on avait également, il me semble, je l'ai pas, faudrait que je l'achète, que je me souvienne, mais il me semble qu'à la fin on avait également des informations un peu sur les livres censurés et tout machin. À la fin de la librairie des livres interdits, vous avez une liste des livres qui ont été censurés avec les auteurs et des petites précisions sur le pourquoi du comment. Et vous avez également un peu plus documentaire, un peu plus essai comme bouquin de Jean-Yves Mollier, vous avez Interdiction de publier, où là voilà, on reprend un peu l'histoire du métier de censeur, voilà, ceux qui étaient reconnus, missionnés pour contrôler un peu les œuvres avant leur mise en circulation. C'est un livre assez pertinent, voilà, qui reprend des choses voilà, un peu plus pointilleuses, un peu plus détaillées de tout ce que je vous ai dit, pardon. Donc voilà pour cette vidéo, ça change un petit peu de ce que je peux faire d'habitude, on est moins dans l'humour, moins dans la critique. J'espère que ça vous a plu, que ça vous donnait envie de lire le livre de Marc Lévy et d'aller vous renseigner pourquoi pas sur toute cette problématique de censure aux États-Unis qui prend un pan énorme dans l'actualité. C'est dramatique. On espère, nous, ne jamais connaître ça en France. On espère que malgré la réélection de Trump, ça ne prenne pas des proportions encore plus fortes. J'ai apprécié faire ce travail de recherche pour construire cette vidéo. Comme je l'ai dit à je ne sais plus quel moment, en description vous avez tous les articles, les pages internet qui m'ont aidé à construire cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez en savoir plus. Il y a des articles qui sont vraiment très intéressants. Et je vous ai mis également un dossier d'articles, je crois que c'est sur Actualité, où ça regroupe beaucoup d'articles sur cette thématique de la censure du livre. Donc voilà, je pense que j'ai été claire et concise, j'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Je vous invite donc dans les commentaires à débattre avec moi si vous voulez, à me donner votre avis. Peut-être avez-vous déjà été confronté à certaines problématiques de la censure dans vos familles, dans votre entourage amical, on ne sait pas, dans l'enseignement, si vous êtes aux États-Unis, au Canada ou que sais-je. Voilà. N'hésitez pas à me dire aussi si vous avez peut-être d'autres recommandations de livres qui reprennent ce sujet-là. Moi je vous en ai donné des pertinentes, donc je suis sûre que c'est la thématique. Mais n'hésitez pas à vous abonner. Je pense que c'est la dernière vidéo avant les fêtes, donc je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année si vous fêtez Noël. Et puis si vous ne le fêtez pas, passez quand même un bon mois de décembre avec vos proches. Si vous avez besoin de rire, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Écoutez, je pense que la prochaine fois qu'on se retrouve, ce sera pour mon bilan de décembre. Et puis après, en début d'année, on enchaînera avec les tops, les flops, les bilans d'objectifs, voilà, les points sur les séries en cours. Mais voilà, on a encore de beaux jours devant nous. J'espère que la littérature a elle aussi de beaux jours devant elle, parce que je trouve ça effrayant de voir à quel point des personnalités peuvent réussir à monter le bourrichon d'autres et à mettre des coups de pied dans des droits pour lesquels on s'est battu. Donc voilà, les États-Unis se veulent hyper avancés, hyper modernes, hyper novateurs, mais dans certaines de leurs actes et leurs paroles, ils font le chemin inverse.
Donc écoutez, nous ici on prône la lecture, la bonne lecture, parfois la moins bonne, mais ça amène à des critiques rigolotes. Donc ma foi, je vous laisse aller voir d'autres vidéos si vous en avez envie. Et puis je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à la prochaine. Salut!